Il a fait rire des millions de personnes à travers l'Europe avec rien de plus qu'une démarche chaloupée, un clin d'œil et une allure exagérément théâtrale. Aldo Macchione, l'homme derrière l'un des personnages comiques les plus emblématiques du cinéma français et italien, est passé des modestes planches de Turin aux écrans des années 1970. Adoré du public mais souvent cauchemardesque pour les réalisateurs, il a bâti une légende faite d'humour absurde et de bravade théâtrale. Mais une fois les caméras éteintes, l'homme derrière le masque a disparu dans le silence, jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé avec cet artiste unique et pourquoi s'est-il retiré alors qu'il avait encore tant à offrir? Voler la vedette avec un sourire en coin. Né le 27 novembre 1935 dans la ville industrielle de Turin, en Italie, Aldo Macchione a grandi dans une famille ouvrière où le rire était une monnaie précieuse. Dès l'enfance, Aldo montrait un sens aigu du timing et de l'imitation, des talents qui allaient définir toute sa carrière. Ses idoles de jeunesse n'étaient pas des chanteurs d'opéra italiens ni des footballeurs, mais des stars du cinéma américain. À la maison, il amusait sa famille en imitant l'énergie frénétique de Jerry Lewis et le charme assuré de Clark Gable. Il ne se contentait pas d'imiter, il interprétait. Il étudiait leur langage corporel, leurs tics, leur silence. Il comprenait instinctivement comment faire rire les gens. Au début des années 1960, Macchione connaît son premier grand succès en participant et en remportant un radio-crochet populaire, une émission de talent radiodiffusée qui préfigurait les concours de talent télévisés modernes. Cette victoire lui permet d'obtenir un rôle dans un théâtre local à Turin où il se distingue immédiatement, non pas par une formation classique, mais par une présence scénique brute et magnétique. Le public était captivé par sa gestuelle. Il pouvait provoquer un rire avec un faux pas ou une grimace exagérée. Ce théâtre devient son laboratoire. Soir après soir, il y teste de nouveaux numéros, affine son rythme comique et découvre la puissance du silence entre les gags. Peu après, il est recruté dans un groupe qui va marquer la décennie suivante de sa vie, les Brutaux. Formé avec d'autres artistes italiens, Gianni Zullo, Ettore Bruno, Jack Guerini et Elio Piatti, le groupe est un mélange déjanté de rock'n'roll, de burlesque et de parodie. Ils ne faisaient pas que chanter, ils se jetaient contre les murs, tombaient de leurs chaises, portaient des costumes ridicules et lançaient des blagues en plein milieu de chansons. Les Brutaux deviennent rapidement une sensation en France et en Italie, où leur énergie anarchique s'accordait avec la contre-culture juvénile de l'époque. En se produisant à l'Olympia de Paris, l'une des salles de concert les plus prestigieuses d'Europe, les Brutaux faisaient souvent la première partie de grandes stars comme Sacha Distel. C'est lors de l'un de ces spectacles qu'Aldo dévoile ce qui allait devenir sa marque de fabrique, la démarche Macchione. Une démarche ridicule, hyper masculine, torse bombé et balancement de hanches exagérés. Inspiré en partie par Alberto Sordi, autre légende comique italienne, cette démarche était à la fois une parodie de la bravade macho et une invitation à rire de l'ego lui-même. Le public est conquis. Rapidement, les tabloïds français le surnomment Aldo la classe, une expression à la fois ironique et affectueuse. La démarche devient si populaire qu'elle est imitée par les écoliers, parodiée dans d'autres films et même montrée dans les émissions de variété françaises comme sketch à part entière. La notoriété d'Aldo grimpe en flèche et il ne faut pas longtemps pour que le monde du cinéma vienne frapper à sa porte. En 1970, le réalisateur acclamé Claude Lelouch, connu pour Un homme et une femme, décèle chez Macchione une étincelle que d'autres avaient ignorée. Lelouch lui offre un rôle dans Le Voyou, un film policier sombre avec Jean-Louis Trintignant. Non pas dans un rôle comique, mais comme un personnage secondaire qui apporte un contraste et une profondeur à l'ambiance noire du film. La capacité de Macchione à voler la vedette d'un simple regard ou d'un geste ne passe pas inaperçue. 2 ans plus tard, Lelouch fait à nouveau appel à lui pour L'Aventure, c'est l'aventure. Une comédie criminelle loufoque avec Lino Ventura, Charles Denner
et le légendaire Jacques Brel. Dans une scène désormais culte, les personnages se lancent collectivement dans une interprétation de la fameuse démarche de Maxione. Un moment extraordinaire où fiction et réalité se confondent. Ce n'était plus juste un homme drôle avec une démarche absurde. Aldo était devenu un phénomène. Le film est un immense succès à travers l'Europe et établit Maxione comme bien plus qu'un simple effet de mode. Il devient un nom qui attire les foules. Les réalisateurs comprennent alors que faire appel à Aldo garantit des rires et des entrées. Avec l'aventure, c'est l'aventure. Son étoile est désormais solidement ancrée au firmament du cinéma. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Aldo Maxione s'est transformé d'un artiste de scène excentrique en une icône culturelle inattendue. Son charisme, son sens du timing et sa physicalité franchissaient les barrières linguistiques. Il n'avait pas besoin de dialogues élaborés ni de profondeur émotionnelle. Il utilisait le mouvement, le rythme et l'expression pour provoquer le rire. Ce qui avait commencé comme les imitations d'un garçon des légendes hollywoodiennes à la table familiale s'était mué en une véritable révolution comique. Et l'Europe en était témoin. Conquérir la comédie. Un faux pas à la fois. Pendant l'âge d'or du cinéma burlesque européen dans les années 70 et au début des années 90, Aldo Maxione ne s'est pas contenté de suivre la vague. Il était la vague. Avec une démarche défiant la logique et un visage taillé pour l'incrédulité outrée, Maxione s'est frayé un chemin unique. Il ne courait pas après les rôles exigeants de la gravité ou de la subtilité. Au contraire, il se jetait à corps perdu dans des personnages ridicules, flamboyants et outrageusement excessifs. Ce que les critiques prenaient souvent pour de la bouffonnerie était en réalité une performance finement calculée. Derrière chaque chute, chaque mou, se cachait une compréhension instinctive du rythme comique, du langage corporel et de l'art de captiver un public d'un simple regard en coin. Entre 1975 et 1982, Maxione était pratiquement omniprésent dans le cinéma français et italien. Ses collaborations avec Pierre Richard étaient particulièrement iconiques. Dans « Je suis timide, mais je me soigne », il incarnait un faux dandy assistant un héros socialement maladroit joué par Richard. La chimie entre les deux, l'un nerveux et névrosé, l'autre bruyant et inconscient, relevait de l'alchimie cinématographique pure. Le film fut un succès au box-office en France, attirant près de 2,7 millions de spectateurs et consolidant la réputation de Maxione en tant que faire-valoir comique irrésistible. La même année, Maxione joua dans « C'est pas moi, c'est lui », partageant à nouveau l'écran avec Richard. Cette fois, l'intrigue tournait autour d'une confusion d'identité et d'ego surdimensionnés dans le showbiz, des thèmes reflétant de près la propre vie de Maxione. Il y jouait Aldo Barazzutti, un nègre vantard pris dans un tissu de mensonges. Le film lui permit de se parodier lui-même, un acteur dont la notoriété reposait sur des rôles de fanfaron, tout en explorant de nouvelles dimensions du burlesque. Les spectateurs français adorèrent cette mise en abîme comique et les critiques commencèrent à reconnaître que le slapstick de Maxione cachait une réelle conscience de soi. Dans « Plus beau que moi, tu meurs », réalisé par Philippe Clair, Maxione toucha presque à l'auto-parodie. Interprétant un gigolo italien enchaînant les catastrophes, il transforma la vanité en un art tragicomique. Le public riait du personnage d'Aldo parce qu'il était dans le déni, mais pas seulement. Il y avait une vulnérabilité sous ce vernis, une pointe de solitude qui rendait le rire un peu amer. Une performance que les critiques encensèrent ou descendirent, mais qui ne laissa personne indifférent. Volontairement ou non, Maxione avait mis le doigt sur une veine plus profonde de la comédie, flirtant avec la mélancolie. Rien dans sa carrière ne suscita pourtant plus de débat que son rôle de Tassin dans « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?» de Robert Lamoureux. Ce film burlesque sur 3 soldats français tentant d'échapper à la capture pendant la Seconde Guerre mondiale.
devint un phénomène culturel en France, attirant plus de 4 millions de spectateurs. L'interprétation de Tassin par Maxione, un soldat charmant mais totalement à côté de la plaque, fit sensation. Sa réplique devenue culte, « Chef, j'ai glissé, chef », entra dans la culture populaire. Les enfants l'imitaient dans les cours d'école. Les adultes la ressortaient au bistrot. Tassin n'était plus un simple personnage. C'était devenu une figure comique archétypale. Cependant, les coulisses furent bien moins joyeuses. Maxione s'opposa régulièrement à Jean Lefebvre, qui jouait le sarcastique Pithiviers, et au réalisateur Lamoureux, qui privilégiait un contrôle strict à l'improvisation. L'envie de Maxione d'improviser, de faire des blagues ou de sortir du personnage entre les prises exaspérait une équipe plus conventionnelle. Un jour devenu légendaire, après s'être fait réprimander par Lamoureux pour avoir gâché une scène, Maxione disparut. Toujours en tenue militaire, il quitta le plateau pour errer dans la campagne normande, finissant dans un café de village. Là, il aurait téléphoné au producteur Alain Poiré en exigeant qu'on lui apporte une limonade et des excuses. Poiré envoya une voiture et la limonade. Lamoureux, lui, resta inflexible. Lorsque vint le moment de tourner la suite, on a retrouvé la 7e compagnie, l'équipe pensait que Maxione reviendrait. Après tout, le succès du film reposait en grande partie sur l'alchimie du trio. Mais Aldo refusa, évoquant un conflit d'agenda. Les initiés savaient. La tension était devenue irréconciliable. Si l'amoureuse affirma plus tard que le différend était contractuel, Maxione exigeant un cachet plus élevé, d'autres proches de la production confirmèrent que l'acteur avait catégoriquement refusé de retravailler avec Lefebvre ou Lamoureux. Henri Guibette fut engagé pour le remplacer, et bien que le film ait bien marché, de nombreux fans remarquèrent l'absence. Le charme sauvage et imprévisible que Maxione apportait ne pouvait tout simplement pas être imité. Les conséquences furent notables. L'image de clown sympathique de Maxione en prit un coup. Des rumeurs couraient sur son caractère instable, son ego, son manque de fiabilité. Bien qu'il continuât à décrocher des rôles jusqu'à la fin des années 1980, la magie s'était estompée. L'industrie, toujours avide de jeunes talents plus dociles, chercha ailleurs. Maxione, jadis roi de la comédie chaotique, faisait désormais face à un avenir incertain. Sa démarche faisait toujours rire, mais les histoires en coulisses suscitaient désormais d'autres réactions. À la traîne derrière le rideau qui change. Alors que l'âge d'or du cinéma européen des années 70 s'estompe, la lumière éclatante qui avait autrefois suivi Aldo Maxione s'éteint peu à peu. Les années 1980 marquent l'arrivée de nouvelles sensibilités comiques en France comme en Italie, moins de burlesque, plus de sophistication. Moins de clowns flamboyants, plus d'anti-héros introspectifs. Pour un artiste comme Aldo, dont toute la persona repose sur des gestes exagérés, une fanfaronnade bruyante et une théâtralité pleine de charme absurde, ce virage est difficile à négocier. Maxione continue de travailler, apparaissant dans des films comme Le Cow-Boy de Georges Lautner ou Aldo et Junior, une tentative de buddy comédie avec le jeune acteur Rémi Laurent. Mais ces films peinent à trouver leur public, tant sur le plan commercial que critique. Les spectateurs, qui riaient autrefois aux éclats face aux pitreries physiques d'Aldo, trouvent désormais ces personnages dépassés. Même le public français, longtemps fidèle à cette fusion italo-française qu'il incarnait, se tourne progressivement vers de nouvelles stars comme Thierry Lhermitte, Coluche, ou plus tard, l'absurde raffiné de Jacques Villeray ou le cynisme acéré de Jean-Marie Bigard. Aldo la classe, le dragueur fanfaron à la démarche outrancière et aux phrases toutes faites, devient une relique. En 1986, il joue dans Pizzaiolo et Mozzarella, une comédie musicale dans l'univers de la pizza. Malgré son ambition musicale et des décors stylisés, le film échoue à retrouver le tempo comique qui faisait autrefois sa force. Les critiques le jugent forcé et dépassé. Maxione, désormais quinquagénaire, semble s'accrocher à un passé que le public a déjà oublié. À la fin de la décennie,
Aldo Maccione prend la difficile décision de ranger le costume de son alter ego plus grand que nature. Aldo la classe, avec sa poitrine bombée et sa fanfaronnade ridicule, est mis au placard. Mais sans ce masque, l'homme, né Aldo Maccione à Turin en 1935, se retrouve face à un vide existentiel. Les directeurs de casting ne savent plus quel rôle proposer à un acteur dont l'identité entière s'est confondue avec un seul archétype comique. Ils tentent un discret retour dans les années 1990, multipliant les apparitions dans des séries télé et des spectacles de théâtre. Mais même la nostalgie a ses limites. En 1991, le célèbre dessinateur d'Astérix, Albert Uderzo, lui rend hommage en le caricaturant sous les traits d'un soldat romain vaniteux dans Astérix, la rose et le glaive. L'image, celle d'un légionnaire prétentieux, marchant avec la fameuse démarche Maccione, est à la fois une reconnaissance et un aveu discret. L'homme est devenu une caricature de lui-même. Sa dernière apparition au cinéma se fait dans Travaux, on sait quand ça commence, de Colin Serrault, où il incarne un caroleur vaniteux et sans talent. Un rôle ironiquement en écho à son propre déclin. Il reste drôle, mais l'humour est désormais teinté de mélancolie. La démarche est intacte, mais l'éclat a disparu. Les rires tonitruants ont laissé place à des sourires discrets et à un sentiment persistant de perte. Dans les années 2010, Aldo Maccione s'éclipse quasiment de la vie publique, vivant dans le sud de la France, loin des scènes de l'Olympia ou des plateaux parisiens. Lors de rares interviews, il évoque le passé avec franchise mais sans amertume. « Je suis un clown triste », avoue-t-il un jour, un clown conscient que son heure est passée. Et pourtant, dans les compilations YouTube, les vieux scopitones et les rediffusions télévisées, la jeune génération redécouvre parfois Aldo. Ce sourire en coin, cette démarche ridicule et cette allure inimitable survivent, non comme une tendance à la mode, mais comme les échos d'un temps où la comédie était grande, exubérante et joyeusement absurde. Pour Aldo Maccione, même lorsque le rideau est tombé, les applaudissements résonnent encore, s'éloigner sans disparaître tout à fait. En 2010, Aldo Maccione avait 75 ans. L'icône comique autrefois incontournable du cinéma français et italien n'était plus apparue dans une production majeure depuis plus d'une décennie. Bien qu'il ne fût pas totalement oublié, il était devenu un souvenir nostalgique pour une génération plus âgée, associée aux rediffusions granuleuses et aux coffrets DVD. C'est pourquoi sa décision soudaine de participer à La Ferme Célébrité, une émission de télé-réalité française, a stupéfié aussi bien les fans que les observateurs du milieu. Tournée dans une réserve animalière en Afrique du Sud, l'émission réunissait un mélange d'anciennes stars, de célébrités de tabloïds et de provocateurs médiatiques montants. Maccione n'était comme aucun d'eux. Il n'était pas là pour relancer une carrière pop ni créer un scandale. Il était simplement curieux, et peut-être un peu seul. Dès son arrivée, Aldo se distingua. Avec ses lunettes de soleil emblématiques et sa démarche lente, il ressemblait davantage au grand-père de quelqu'un qu'à un candidat de télé-réalité. Les plus jeunes participants, comme le célèbre autopromoteur Michael Vendetta, l'ancien acteur d'Alerte à Malibu David Charvet, et l'ex-Miss Paris Kelly Bochenko ne comprenaient guère qui il était. Mais il ne fallut pas longtemps pour que son charme d'un autre temps les conquiert. Son accent italien prononcé, ses manières de raffiner et ses remarques comiques spontanées faisaient de lui une présence réconfortante dans un cadre conçu pour susciter les tensions. Les candidats venaient souvent lui demander conseil ou simplement fuir les querelles incessantes de la maison. Mais la télé-réalité repose sur l'inconfort, et La Ferme Célébrité ne faisait pas exception. Les exigences physiques de l'émission, qui comprenaient le soin aux animaux, les travaux agricoles et la vie en plein air, se révélèrent rapidement trop lourdes. Aldo, qui n'avait jamais été un athlète, même à son apogée, peinait visiblement. Les caméras le montraient en grimaçant en trayant des chèvres, toussant après avoir nettoyé les porcheries ou allongé après quelques minutes de travail seulement. Au 7e jour, il en eut assez. « Je ne peux plus continuer.
confia-t-il à la caméra, la voix tremblante mais toujours teintée d'humour. Une semaine ici. Et maintenant il me faut 4 semaines chez le médecin. Son départ ne fut pas perçu comme un échec, mais comme un adieu digne d'une légende. TF1 diffusa un montage émouvant de ses meilleurs moments dans l'émission, accompagné du classique Ti amo d'Umberto Tozzi. Les autres participants pleuraient. Les téléspectateurs envahirent les réseaux sociaux de messages d'affection. C'était un adieu à plus qu'une émission de télé-réalité. C'était, en quelque sorte, la dernière révérence publique d'Aldo. Dans un rebondissement digne de son héritage cinématographique, son dernier acte fut de nommer Michael Vendetta comme nouveau chef de la ferme. Un choix controversé qui plongea le groupe dans le chaos et fit la une des journaux le lendemain. Certains y virent une blague subtile, d'autres un geste de chaos calculé. Quoi qu'il en soit, c'était du pur Macchione. Même en se retirant, il laissait derrière lui du spectacle. Après l'émission, Aldo disparut presque entièrement du paysage médiatique. Il refusa les interviews, cessa toute apparition publique et laissa les lettres de fans sans réponse. Même la biographie Aldo Macchione, La classe, publiée chez Flammarion en 2015 et préfacée par son vieil ami Claude Lelouch, ne parvint pas à le faire revenir dans la lumière. Dans ce volume, quelques amis et anciens collaborateurs dressèrent le portrait d'un homme à la fois fier et blessé, reconnaissant pour les rires, mais amer face à la rapidité avec laquelle l'industrie lui avait tourné le dos. Il vit comme un vieux ours maintenant, déplorait le journaliste Gilles Bottineau dans une rétrospective de 2017. Caché à Saint-Paul-de-Vence, il n'aime pas parler de sa carrière. Je comprends, elle a été brutale parfois. Choisir le silence plutôt que la célébration. Aujourd'hui âgé de près de 89 ans, Aldo Macchione vit dans une quasi-totalité d'intimité dans le village français de Saint-Paul-de-Vence, niché dans les Alpes-Maritimes. L'homme qui a autrefois dominé la comédie européenne a choisi la paix plutôt que le prestige. Contrairement à bon nombre de ses contemporains, il n'a jamais entrepris de tournée de retour, n'a jamais sollicité d'hommage en fin de carrière et n'a jamais participé à une émission nostalgique retraçant ses heures de gloire. Sa santé s'est détériorée, des douleurs dorsales chroniques et des problèmes de mobilité le tenant éloigné du regard du public. Pourtant, il reste mentalement alerte, entouré de sa famille proche et de sa dévouée épouse Nathalie, qui le soutient depuis les années 1960. Leur mariage, comme sa carrière, a traversé des tempêtes. À travers la célébrité, les incertitudes financières et les périodes de découragement, Nathalie est restée à ses côtés, gérant la logistique, protégeant son intimité et devenant plus tard son aide-soignante à temps plein. Dans l'intimité, Aldo fait encore des blagues, exécute encore cette démarche ridicule quand l'envie lui prend. Mais il ne le fait désormais que pour elle et pour personne d'autre. Malgré les nombreuses invitations à des festivals et des rétrospectives, Macchione refuse d'y assister. Non par amertume, mais par une conviction tranquille que son temps est révolu. « J'ai eu mon moment », a-t-il confié un jour à un ami proche. « J'ai tout donné. Laissez maintenant briller les nouveaux. » Et pourtant, le passé refuse de le laisser partir. Chaque fois que la 7e compagnie est diffusée à la télévision française, elle attire des millions de téléspectateurs. Des répliques de ses films sont encore citées dans les cafés et les cours de récréation. Pour ceux qui ont grandi avec ses pitreries, Aldo n'est pas seulement un comédien. Il est un souvenir de rire, un symbole d'une époque plus légère et insouciante. Quel est votre moment préféré d'Aldo Macchione dans sa filmographie inoubliable? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié cette plongée, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues derrière les légendes.